Comment négocier à la banque un crédit immobilier? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette vidéo. Salut, je m'appelle Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens en région bordelaise. J'espère que tu as la méga forme. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on négocie à la banque. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. N'oublie pas de mettre un énorme pouce like en dessous de cette vidéo aussi. Ça fait toujours plaisir. Donc, c'est bien. Tu as un nouveau projet, tu as de la renta, tu as le bon emplacement, tu as les devis, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce qui va bien, tu as le compromis sous le bras ou alors c'est en cours. Et donc du coup, tu t'apprêtes à aller négocier à la banque, tu t'apprêtes à aller voir ton banquier pour négocier avec lui l'offre de prêt. Donc je vais te décortiquer tous les points qu'il faut faire ou qu'il faut voir avec ton banquier pour réussir à avoir justement le maximum de points dans ton sens, ok? Donc déjà, quand tu vas arriver voir ton banquier, une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est montrer tes revenus, c'est-à-dire amener des fiches de paye, amener des relevés de compte, amener des relevés d'imposition pour leur montrer un petit peu où c'est que tu en es sur les années précédentes, ce que tu as gagné. Et du coup, ça va être un de tes points forts, ça veut dire ça va être tes devenus. Évidemment que tes comptes devront être clean, je ne répéterai jamais assez sur cette chaîne YouTube. Il faut impérativement ne pas avoir découvert, ça fait partie du b.a.-ba. Ça fait partie aussi du b.a.-ba de ne pas avoir trop de sorties d'argent type soirée, type alcool, type trop de voyages. Donc il faut rester quelqu'un de bon père de famille, entre guillemets, donc avoir une gestion des comptes qui est relativement clean et qui est relativement sereine pour que le banquier puisse avoir confiance en toi et qu'il puisse te prêter le montant dont tu as besoin. Ensuite, un autre point fort que tu vas devoir mettre en avant, c'est ton épargne. Ton épargne, c'est évidemment ce que tu as éventuellement sur un livret A ou voire sur un PEL. Donc du coup, ça, ce sont tes points forts. Tes revenus, ton épargne, ce sont des points forts. Ta situation professionnelle, donc si tu es en CDI ou si tu es en intérim, donc tout ça, il va falloir l'argumenter. Si tu es en intérim ou si tu as une situation qui est un peu plus précaire, en intérim, c'est possible d'emprunter. Il faut prouver au banquier que que les revenus que tu génères sont relativement réguliers et tu peux emprunter en intérim, c'est possible, c'est pas impossible. Il faut générer plusieurs mois d'affilée pour pour pouvoir emprunter. Alors en général c'est plutôt 1 an voire 2 ans, donc évidemment c'est un peu long, mais c'est possible d'emprunter en intérim. En étant au chômage c'est un peu plus compliqué, sauf si tu as déjà une partie des fonds, mais au chômage c'est un peu plus compliqué. Donc ensuite l'endettement. Donc ton endettement, tu le sais maintenant, avec le HCSF, on est limité aux alentours de 35%. Je parle en nom propre, en société c'est différent puisque les normes HCSF ne s'appliquent pas quand on achète en société ou en SCI. Et du coup, forcément, ça va avoir un impact sur tes projets futurs. Donc si tu as un taux d'endettement qui est relativement faible et que tu as déjà 2-3 projets, il faut peut-être demander à ton banquier à essayer de te faire passer en SCI, d'accord, en société. Le reste à vivre. Le reste à vivre, c'est, admettons que tu gagnes 1 000 € par mois et que tu es droit qu'à 35%, donc tu as droit qu'à 350 € de crédit mensuel. Donc du coup, il va te rester 650 €, on est d'accord, de reste à vivre. Ok. Donc là où le taux d'endettement est vraiment limite et là où on touche les limites du taux d'endettement, c'est quand tu commences à avoir des revenus qui sont relativement importants et que du coup, en face, du coup, on te limite à 35%. Je vais prendre un exemple concret. Si demain, je sais pas, tu es médecin, tu es une profession libérale et que tu gagnes, par exemple, 10 000 € par mois et qu'on te limite à 35%, c'est-à-dire que tu as droit d'emprunter que 3 500 € de mensualité, mais du coup, tu te retrouves avec 6 500 € de reste à vivre. Donc, on voit que même si tu as une famille et que tu as plusieurs enfants, ça crée un reste à vivre qui est relativement énorme. Donc, du coup, voilà, ça c'est un peu limite du taux d'endettement, mais bon, il faut le négocier tout ça avec son banquier. Les frais de dossier aussi, tu vas pouvoir négocier. Alors en général, ils se relèvent entre 300 et 500 €. Ça se négocie. Faut voir ça directement avec son banquier s'il est prêt à faire un geste commercial. Le taux d'endettement, enfin le taux du crédit. Alors le taux, nous en général, en tant qu'investisseur, j'essaie de rester poli, mais c'est pas très important en fait. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'avoir des oui. C'est pour enchaîner, c'est pour passer la seconde, enchaîner des projets. Et objectivement, le taux, c'est pas très important. En repas de famille, tout le monde te dit ouais, mais t'as eu quoi comme taux? Enfin, je veux dire, quand tu fais une simulation sur des grands sites français, tu te rends compte que quand le taux varie de quelques dizaines, je sais pas comment dire, de 1,3 à 1,4 ou 1,5 ou 1,6,
Ça va changer de quelques dizaines d'euros tes mensualités de crédit. Et je trouve que ça n'a pas vraiment grande importance. En tout cas, moi, je n'y porte pas grande importance. Je préfère obtenir un oui à la banque et je préfère enchaîner plutôt que de m'attarder là-dessus avec le banquier. Les IRA. Alors, les IRA, ce sont les indemnités de remboursement anticipé. Alors, de quoi il s'agit? Ce sont les frais que va te prélever la banque si jamais tu décides de rembourser le crédit à partir d'une certaine date. En général, c'est autour de 7 ans, entre 5 et 7 ans, ça dépend des banques. Moi, je sais que les crédits que j'ai en cours, ils sont aux alentours des 7 ans. C'est-à-dire que la banque va me mettre une pénalité si je décide de rembourser le crédit avant cette date-là, avant les 5 ans ou avant les 7 ans. Et du coup, en général, bah, c'est quand même une petite somme, 1000, 2000 euros, ça dépend du montant du crédit, voire plus des fois si le montant du crédit est un peu plus important. Et du coup, ça se négocie. Donc moi, à chaque fois, je les négocie quand je vais à la banque. Je leur dis directement, je ne veux pas d'IRA, je ne veux pas d'indemnité de remboursement anticipé sur mon crédit. Ensuite, la durée du crédit, bon, tu le sais, maintenant c'est 25 ans ou 20 ans en général quand on essaie de faire du locatif. En société, c'est plus difficile d'avoir du 25 ans, même si ça reste possible. En général, c'est beaucoup de 20 ans, donc ça, il ne faut pas hésiter à le négocier, savoir un petit peu ce que le banquier te propose. Ensuite, tu as le cas de l'hypothèque, du privilège prêteur de deniers et de l'organisme de cautionnement. Alors là, du coup, ça permet de couvrir le prêt en cas de défaut de paiement. Donc, je ferai une vidéo peut-être plus détaillée sur le sujet pour que tu comprennes bien de quoi il s'agit. Mais en gros, l'organisme de cautionnement, c'est un organisme externe à la banque. En général, c'est une filiale de la banque qui va venir étudier ton dossier une seconde fois et qui va décider si oui ou non il te prête, si jamais il te couvre en cas de défaut de paiement auprès de la banque. Donc du coup, l'organisme de cautionnement a aussi son mot à dire. Et en général, ils sont pas très sympas avec les investisseurs parce que dès qu'il y a un voyant qui passe un peu la moyenne, dès qu'il y a un taux d'endettement qui commence à passer un peu la moyenne, eh ben, automatiquement ou quasi automatiquement, ils mettent des stops. Et donc du coup, nous les investisseurs, on préfère plutôt en général essayer de passer par une hypothèque ou par une PPD. Et maintenant, j'ai vu qu'il y avait aussi des hypothèques légales spéciales du prêteur de deniers, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ben, ça veut dire que tu souscris à ça et la banque viendra récupérer le bien pour se payer. Donc en gros, voilà, il y a une autre forme d'hypothèque. Donc ça permet à la banque de se protéger en cas de défaut de paiement. Donc ça, c'est extrêmement important pour la banque. Ensuite, tu vas devoir négocier ce qu'on appelle, nous, les contreparties. C'est-à-dire les contreparties avec un banquier, ça va être, par exemple, l'ouverture de compte. Il va te demander, évidemment, de domicilier les loyers dans la banque. Ça, c'est ce qui est plutôt logique, parce qu'ils veulent voir l'argent. Donc, tu vas ouvrir un compte chez eux. Donc, jusque-là, tout va bien. Carte de crédit ou pas, ça sera à toi de choisir. Chéquier ou pas, ça sera à toi de choisir. Mais en général, ils vont demander un nouveau compte. Ensuite, ils vont te demander la domiciliation des salaires. Donc, c'est-à-dire, ils vont te dire quelle est votre banque actuelle. Et nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est que vous mettiez vos salaires chez nous. Donc, du coup, ils vont, grâce à une nouvelle loi Macron, ils vont te faire signer un mandat. Et du coup, ils vont s'occuper de toutes les formalités pour toi. Donc, c'est extrêmement efficace. J'ai déjà fait dans le passé. Ça marche plutôt pas mal. J'étais très sceptique au début. Je me disais, ça va foirer. C'est obligé que ça marche pas. Et en fait, ça a très bien marché. J'en suis très content. Donc, je te le recommande. N'aie pas peur de ça. Si jamais la banque te dit, nous, on vous suit, mais par contre, il faut domicilier les revenus chez nous, eh ben, du coup, ne prends pas peur, ne prends pas tes jambes à ton cou, te pars pas en courant parce que tu vas réussir grâce à ce mandat, grâce à cette nouvelle loi. Tu vas voir, c'est relativement efficace. Tu as juste à signer un mandat, la banque s'occupe de toutes les démarches et ça marche plutôt bien. J'ai eu zéro problème quand je l'ai fait. Donc, si toi, tu as eu des problèmes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serais curieux de savoir si ça a bien marché pour toi ou pas du tout sur ce coup-là. Ensuite, ils vont te demander de domicilier aussi de l'épargne, donc il va peut-être falloir ouvrir un nouveau compte chez eux. Ils vont peut-être te demander une petite assurance vie, c'est-à-dire ben voilà, mettre une partie de ton cash flow mensuel sur une petite assurance vie, justement pour obtenir un oui. Il ne faut pas oublier que les banquiers, ce sont des commerçants, ce sont des gens qu'il faut faire travailler. Ils ont des résultats à obtenir auprès de leur banque et du coup, plus on leur prend, entre guillemets, de services et plus on les fait travailler. Donc il y a un autre point avec laquelle je voudrais aborder avec toi, c'était l'assurance P&O. Alors, l'assurance P&O, ça s'appelle la propriété, oui, c'est ça, propriétaire non occupant. Je vais y arriver, pardon. Donc, propriétaire non occupant. C'est une assurance sur ton bien locatif, c'est obligatoire, tu es obligé de la prendre. Moi, en général, je la prends toujours dans les banques qui me suivent sur tous mes projets locatifs. J'ai fait comme ça. Je l'ai pris sur la banque qui m'a suivi, sur la banque qui m'a suivi, parce que, ben, voilà, même si c'est pas forcément le plus optimum, même si c'est pas forcément le moins cher,
L'assurance P&O, voilà, moi j'achetais principalement que des immeubles de rapport. Et ben, c'est pas, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est quelques dizaines, ça va pas se jouer à grand chose en fait au final. Et du coup, je préfère la prendre chez eux. Du coup, ça les fait bosser, ils sont contents, on obtient un oui. Et après, ça n'empêche pas plus tard de renégocier dans une autre banque ou renégocier avec un autre assureur la P&O. Ça c'est pas très grave. Donc ça fait partie des points aussi que tu dois négocier un petit peu avec ton banquier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc je t'ai appris un petit peu comment négocier à la banque, quels points il fallait voir. Donc c'est en complément de la vidéo que j'ai faite sur le dossier bancaire qui est quelque part autour de cette chaîne. Si tu es motivé, tu vas la trouver. J'ai fait d'autres vidéos sur le financement, donc ça c'était un peu pour compléter au niveau la négociation bancaire. J'ai fait une vidéo vraiment spécifique sur les points que tu dois négocier quand tu es en face à face avec ton banquier, tous les petits points un peu spéciaux que tu dois voir. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ceux que tu as fait, ceux que tu ne fais pas et pourquoi tu les fais, pourquoi tu ne les fais pas. Je serais très curieux de savoir ça, je réponds absolument à tous les commentaires, donc dis-moi tout ça. Abonne-toi, mets-moi un énorme pouce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ciao.